Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'alcool et des drogues et du coup on va parler de tous les mélanges qui sont faits avec l'alcool et les différentes drogues qui peuvent exister. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur les mélanges de drogues qui peuvent être dangereux, mais là je vais faire une vidéo spécialement sur l'alcool, comment ça réagit avec les autres substances, parce qu'au final l'alcool c'est la substance qui est la plus répandue entre guillemets, qui est légale, qui est pour beaucoup de gens même pas considérée comme une drogue, alors qu'au final c'est une des drogues qui est dans le top de la dangerosité dans les graphiques de drogue, de niveau de dangerosité de substances. Et du coup voilà, on va parler de à chaque fois qu'on mélange de l'alcool avec les différentes substances. Du coup, on va parler des classiques, tabac, cannabis, caféine, puis on va passer aux opiacés, genre la famille de la codéine, tramadol, héroïne, les benzos, genre Valium, Xanax, avec genre prégabaline qui est proche, les stimulants, genre les amphètes, la meth, la coke. Et voilà, après, il nous restera les dissociatifs, la famille de la kétamine, les psychédéliques qui sont la famille, le LSD, les champis, tout ça, puis les empathogènes, la famille de la MDMA, et à la fin les délirogènes. Voilà. Du coup, tout avant de commencer, j'ai déjà une vidéo sur l'alcool pour les curieux où je parle de l'alcool, de son addiction, de mon point de vue dessus. Et pour faire court, moi personnellement, je pense que c'est un truc qui est très répandu parce qu'au final c'est légal et c'est de coutume entre guillemets. Mais vraiment, l'alcool, c'est une drogue de merde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets négatifs. Les effets positifs sont beaucoup moins bien que les effets négatifs. Il y a l'addiction, elle est forte. Ça veut dire que c'est un des rares trucs que si t'es vraiment accro et t'arrêtes d'un coup, tu peux mourir. Et voilà. Du coup, moi personnellement, je vous déconseille de toucher à l'alcool en général et encore plus en mélange. Parce que vous allez voir, dans la majorité des mélanges qui viennent, en général, c'est juste négatif et souvent dangereux. Voilà, voilà les amis, c'était tout. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation ou non de substances. C'est parti mon kiki. Alors le tabac. Le tabac, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens déjà quand ils boivent de l'alcool, ils fument et ça c'est pas forcément chez les fumeurs. Je connais beaucoup de non-fumeurs entre guillemets qui vont dire ouais moi je fume des clopes que quand je suis bourré. On va dire que tous les gens que je connaissais qui faisaient ça genre 18-20 ans, actuellement à mon âge, la plupart ils sont accros à la cigarette à différents niveaux d'intensité. Voilà. Et je dirais que la cigarette et l'alcool, il y a une potentialisation dans le sens où les effets de la cigarette vont être beaucoup plus forts quand on boit de l'alcool et il faut faire attention, surtout quand on n'a pas l'habitude, ça peut nous faire vomir et ça peut faire partir un peu en down. C'est-à-dire si t'es bien bourré et puis d'un seul coup tu fumes une clope, ça peut te faire vomir. Voilà. Après de base, la clope c'est de la merde, c'est pour moi une substance qui va rien t'apporter. Il n'y a même pas vraiment de high avec et les downsides sont énormes, il y a énormément d'addictions, etc. Du coup, voilà. Voilà, voilà, ça c'était pour la clope. Le tabac naturel, je pense, c'est un truc tellement, genre, tellement noble et tellement beau qu'au final, ça serait vraiment bête de le mélanger à l'alcool et je verrais pas l'intérêt. Après, le cannabis. Du coup, déjà, faut savoir que la plupart des gens consomment le cannabis mélangé au tabac, ce qui est vraiment genre une idée de merde. Voilà, c'est très répandu, mais c'est une idée de merde parce qu'au final, tu veux les effets du cannabis et tu te retrouves accro au tabac, une substance qui t'intéresse même pas. Genre, moi, ça a commencé comme ça mon addiction à tabac, des années à fumer des cigarettes, tout ça parce qu'au final, je voulais juste fumer des pètes. Et voilà. Du coup, cannabis, alcool, faut savoir que ça se potentialise très fort. Et du coup, pour un débutant, l'idée, ça serait vraiment d'éviter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir testé plusieurs fois l'alcool tout seul et plusieurs fois le cannabis tout seul avant de mélanger les deux. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai mélangé les deux, c'était la première fois que je fumais de la weed. C'est-à-dire que j'avais déjà fumé du shit. Mais au final, j'avais fumé du shit pas énormément de fois, genre peut-être 5-6 fois dans ma vie. Et dont la moitié des fois j'étais sous DXM. Du coup, le mélange DXM weed, il est différent du mélange weed alcool. Genre, ça va le potentialiser, mais dans un sens où ça te fait plus voyager. Ça va pas forcément augmenter les effets physiques. Alors qu'avec l'alcool, moi, la première fois où j'ai fumé de la weed, alors que j'étais même pas si bourré que ça, je pense, j'étais genre en début de soirée et tout.
Et je commence à fumer, et j'étais en première année, c'était en deuxième année qu'il m'avait passé, il m'a dit vas-y fais attention et tout. Et son pote, je pense, il voulait que je galère, et il m'a dit vas-y tire des grosses lattes, et je suis là, je fume. Et je me rappelle quand c'est monté, vraiment, j'étais par terre et j'arrivais pas à me lever, genre vraiment, j'arrivais pas à me lever, ça tournait autour de moi et tout. Et voilà, je me rappelle après, je suis allé vomir, j'ai cassé les toilettes, et, euh, et voilà, après ça commence à redescendre petit à petit, mais vraiment j'étais dans un état genre spécial où j'avais le tournis et tout. Genre c'était vraiment quelque chose de assez désagréable au début et vers la fin, genre j'étais pas vraiment dans un mood pour aller en soirée quoi. Du coup, moi, mon point de vue pour les gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, je dirais, bah, c'est soit un peu de l'un et pas mal de l'autre, soit l'inverse. Ça veut dire, imaginons que vous allez faire une soirée qui va être principalement basée autour du cannabis, genre vous êtes posé tout seul ou genre avec des potes et voilà, genre dans un endroit, je sais pas, une maison, un truc genre un truc chill et c'est plutôt basé sur le cannabis que l'alcool. Bah je pense que en même temps que vous fumez le cannabis à votre rythme habituel, c'est possible de boire une quantité légère comme je sais pas, une, deux, peut-être trois bières, genre progressivement. Et du coup, ça va le potentialiser d'une certaine manière où les effets du cannabis vont être plus forts, mais pas forcément plus agréables. C'est-à-dire, on va être plus intoxiqué, plus désorienté, mais c'est pas forcément agréable. Voilà. Genre, moi, je le faisais à une période où j'essayais de pas toucher les autres substances et du coup je suis parti dans un mindset classique où je vais faire comme tout le monde entre guillemets et j'ai consommé les classiques. Mais voilà, franchement, c'était pas forcément une bonne idée. Après, dans l'autre sens, si vous le voulez faire dans l'autre sens et que l'idée c'est plus de se focaliser sur l'alcool, le cannabis et sur le côté, alors soit vous fumez avant, genre l'idée ça serait de fumer genre je sais pas, en début de soirée, en before, genre vous fumez sans excès pendant que vous commencez à boire, et puis dès que vous savez que la soirée va vraiment commencer, que vous allez commencer à boire, à ce moment-là vous stoppez le cannabis, vous n'y touchez vraiment plus du tout. Genre combien de personnes je les vois, ils tirent juste une latte ou deux sous cannabis et ça y est, genre ils finissent en galère. Du coup, l'idée, ouais, voilà, c'est soit avant, soit vraiment à la fin, quand l'effet de l'alcool est redescendu, peut-être limite qu'on veut aller dormir, quand ça fait genre 2 heures qu'on n'a pas bu d'alcool, qu'on est un peu à la fin des effets de l'alcool, peut-être qu'on a mangé un peu pour que ça descende, pour qu'on a bu de l'eau. Ça, peut-être, ça peut être intéressant pour un peu se détendre, s'endormir, parce que c'est vrai que la descente de l'alcool, elle est bien anxiogène, quoi, ça joue sur le GABA, c'est un truc qui te détend quand tu le prends et qui te stresse quand ça part. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est mon point de vue sur le mélange cannabis-alcool. Du coup, après caféine classique, moi je dirais caféine, c'est pas une bonne idée si vous êtes dans un contexte chill, genre si vous êtes juste, je sais pas, posé chez vous ou genre une petite soirée tranquille. Il y a vraiment pas d'intérêt de rajouter la caféine, ça veut dire bah il faut plus d'alcool parce que c'est un stimulant. Du coup, pour être down avec l'alcool, faut boire plus. Et aussi c'est un petit côté stressant. Du coup, je comprends que si c'est peut-être pour une soirée pour sortir, etc., de base, c'est des mélanges de base, genre Red Bull Vodka, Jägerbomb, etc. Et voilà. Et je vous avoue que moi, au début, quand je commençais à boire de l'alcool, genre, je trouvais le mélange génial, entre guillemets. Mais je pense qu'au final, déjà, le fait que ça augmente, ça va plus augmenter le risque cardiaque, etc. C'est plutôt stressant. Genre, l'alcool, c'est quelque chose qui détend d'une certaine manière. Du coup, le fait de rajouter de la caféine, ça va vous donner une sorte de stimulation. Et au final, être stimulé avec une substance qui te rend un petit peu inconscient et désinhibé, t'as plus de chances de faire des conneries, quoi. Genre, moi, je me rappelle quand je mélangeais beaucoup de boissons énergisantes, genre, avec l'alcool, je faisais souvent un peu n'importe quoi, parce qu'au final, t'as pas l'alcool qui te donne, et t'es juste, enfin, voilà. Genre, je pense que ça peut plus tendre sur un alcool, je dirais peut-être méchant. Voilà, du coup, je dirais, bah, si jamais il y a consommation de caféine avec l'alcool, je pense l'idée c'est de rester sur quelque chose de plutôt léger parce que c'est pas forcément agréable. Du coup, pour moi, à éviter ou rester sur quelque chose de plutôt léger. Du coup, pour continuer dans ce qui est stimulant, parce que la caféine c'est un stimulant, c'est juste qu'il est accepté, utilisé voilà fréquemment, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, la cocaïne, genre naturelle, genre les feuilles de coca, c'est un truc qui a à peu près l'intensité de la caféine, voilà. Genre les locaux en Amérique latine qui mâchent des feuilles de coca, ils sont pas dans des délires où ils sont extrêmement
extrêmement éclaté, quoi. Du coup, le mélange coke-alcool, déjà, faut savoir que ça va libérer une autre molécule qui s'appelle, je pense, le coca-éthylène, qui est beaucoup plus toxique. Qui est beaucoup plus toxique. Je sais pas exactement pour quel organe ou quoi. Je sais juste que c'est plus toxique. Et en soi, genre, je comprends que c'est un mélange qui se fait énormément parce qu'au final, tu prends un rail de coke alors que t'es bourré, ça te sobrifie. Et voilà. Et quand tu bois de l'alcool alors que t'es sous coke, bah, t'as beaucoup moins les effets sédatifs et peut-être les effets positifs entre guillemets, tu peux plus les avoir. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'avais fait mélange. Je pense, genre j'étais à une soirée où je connaissais pas grand monde et c'est quelqu'un que je connaissais vite fait qui m'en avait proposé. Au final, dans la soirée, j'avais bu 3 rails, mais vu que ça m'avait vraiment stimulé, genre je voulais beaucoup boire alors que j'étais quelqu'un qui est sensible à l'alcool, qui boit pas beaucoup. Et bah rapidement, quand l'effet de la coke est descendu, j'étais complètement bourré, j'étais KO, genre j'ai vomi, j'arrivais pas à me lever. Et c'était une petite galère. Et surtout qu'en général, bah, les endroits ou les soirées où les gens consomment de la coke, c'est pas forcément une bonne vibe. Genre, c'est une vibe assez glauque où les gens ils sont hyper excités, énervés. Et voilà, voilà. Pour les curieux, j'ai une vidéo sur l'addiction de la cocaïne. Et franchement, c'est un truc que je regrette énormément d'avoir pris. Genre, limite, c'est le truc que je regrette le plus. Et j'en ai pris des conneries. Et voilà, il faut savoir que c'est grave dangereux parce que le fait que bah avec l'alcool on va avec la cocaïne on va moins sentir l'effet de l'alcool, bah c'est possible que justement on soit trop bourré, que l'effet de la coke descend et on peut taper un coma éthylique et en soi le mélange des deux substances est de base vraiment mauvais sur le cœur. Du coup, ça c'est la coke avec les autres stimulants, du coup le speed, les amphètes, la méthamphétamine. Bah, je dirais que c'est un petit peu le même concept, juste au final, les amphètes, elles vont durer plus longtemps. Du coup, moi, je dirais que si quelqu'un se retrouve à faire ça, je pense l'idée c'est plus de prendre genre les amphètes ou le speed genre au début. Enfin voilà, genre, faut bien savoir que c'est des mélanges que je déconseille complètement, qui sont dangereux, etc. Genre j'essaie juste de faire de la réduction des risques en disant peut-être la meilleure manière entre guillemets de le prendre. Mais je dirais ça serait plus de le prendre au début, comme ça au final la dose d'alcool elle grimpe progressivement au début. Du coup au début ça se mélange bien entre guillemets vu que la dose d'alcool est légère. Et au fur et à mesure que la dose d'alcool elle va monter, bah l'effet du stimulant il va descendre. Du coup on va savoir quand est-ce que ralentir. Et de toute façon l'alcool ça descend au bout de 2-3 heures c'est déjà en descente. Alors que bah le speed et les amphètes et surtout la meth qui dure hyper longtemps, ça a une durée beaucoup plus longue. Et je pense que t'as vraiment pas envie d'être dans ton lit pendant 6 heures en attendant que l'effet est en train de descendre alors que tu es en descente d'alcool. Pour avoir vécu ça, c'est vraiment trash. Et voilà. Et je vous avoue que dans les fois où j'ai testé ces mélanges-là, du coup, franchement, je pense que j'ai toujours quasiment consommé genre de l'alcool avec les stimulants, genre la majorité des fois. Parce que c'est quelque chose, il y a un appeal à faire ça. Genre la stimulation va créer une sorte d'anxiété, même si avec la dopamine qui monte, on peut se sentir bien, il y a quand même une anxiété. Et du coup, l'idée, c'est justement bah, de baisser on veut baisser l'anxiété avec de l'alcool, du coup ça vient naturellement. Et je dirais les fois où j'ai le plus kiffé, où j'ai le moins douillé, j'aime même pas dire kiffé parce que je regarde beaucoup mes consommations de stimulants, parce que ça m'a beaucoup fait de mal, ça m'a beaucoup damage. Bah je dirais que voilà, c'est les fois où j'ai pas bu beaucoup, c'était le plus agréable, parce que les fois où je buvais beaucoup, c'était vraiment un chaos sans nom. Voilà, voilà. Alors maintenant, les amis, on va passer au benzo. Au benzo, si ça vous va, du coup, benzo, Xanax, Valium. La prégabaline, ça joue sur le GABA, c'est pas très loin. Et voilà, on peut aussi parler des somnifères, voilà, les somnifères, genre le zolpidem, les trucs comme ça. Bah, en soi, c'est un mélange qui est particulièrement dangereux. Voilà, c'est un des mélanges les plus dangereux parce que déjà de base, avec un downer, c'est dangereux. Mais en plus, un downer qui joue sur le GABA aussi, qui va jouer sur la même chose que l'alcool. Du coup, bah, le truc, c'est que ça se potentialise de manière très forte. Et moi, je l'ai appris à mon plus grand regret. Genre, je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'avais 18 ans. Une fois, j'avais rien à foutre à une soirée. Je pense que j'avais mélangé benzo et somnifère quand même pas mal, je pense 2 comprimés de chaque
pour moi qui avait pas vraiment de tolérance, c'était pas mal. Et puis il y a un pote qui m'a appelé, il m'a dit on fait une soirée si tu veux venir. Alors moi mon projet c'était de dormir, mais du coup je suis parti. Et il faut savoir que ce soit benzo, somnifère ou alcool, c'est des trucs qui vont désinhiber. Et du coup, quand je suis arrivé à la soirée, j'ai même pas bu énormément. Je me rappelle, j'ai un peu bu, j'ai un peu fumé. Et après, bah, j'ai vraiment fini la soirée en blackout aux toilettes. Genre, je pense, je suis allé aux toilettes genre vers minuit, 1 heure du mat pour commencer à vomir. Et tellement j'étais KO, je vomissais. Et puis je m'asseyais, je restais dans les toilettes, je m'endormissais à moitié, je me réveillais pour revomir. Et vraiment, genre quand je me suis vraiment réveillé en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était quasiment 7 heures du mat et j'avais cours à 8 heures. Du coup, je vous raconte pas la gueule que j'avais quand je suis parti en cours après. Mais ce que je veux dire, c'est grave dangereux dans le sens où bah, je sentais vraiment que genre je perdais complètement le contrôle de ce qui se passait. Et voilà, je pense on peut vraiment faire un arrêt respiratoire avec ce genre de mélange assez rapidement. Et surtout, bah, il y a énormément de gens qui font énormément de conneries avec ce mélange. C'est-à-dire, il y a plein d'histoires de gens qui, au final, mélangent alcool et benzo. Et de base, ça commence avec un truc léger. Ils mélangent genre un Valium avec peut-être genre quelques bières pour la soirée. Et après, ils ont un blackout total. Ils se réveillent, ils sont avec leur voiture au milieu d'un champ sur l'autoroute. Genre, ils se rappellent pas, mais ils sont partis. Genre, ils en ont repris, ils ont racheté de l'alcool, ils ont fait de la merde, ils ont conduit, etc. Genre, déjà, l'alcool tout seul, les gens font énormément de conneries. Les benzos, les gens font quand même bien de la merde avec. Du coup, le mélange des deux, c'est vraiment un truc pour vraiment, vraiment, vraiment faire de la merde. Voilà. Du coup, c'est un truc où j'ai même pas envie de vous dire, ouais, restez sur des trucs légers, faites attention. C'est vraiment de la merde. Du coup, je dirais peut-être dans le cas où vous êtes sous un traitement sous benzo et que vous voulez quand même consommer de l'alcool, je dirais de vraiment faire attention. Genre, si vous partez en soirée, que vous avez des potes, dites-leur un peu de vous surveiller, que vous buvez pas trop. Et si vous êtes chez vous, bah, l'idéal, c'est vraiment pas d'avoir plusieurs plaquettes à côté, et genre alcool infini, parce que c'est possible genre de s'éclater la gueule jusqu'à faire un coma, honnêtement. Voilà, voilà. Avec les opiacés, du coup les opiacés, codéine, tramadol, héroïne, voilà, pavot, opium, etc. Bon, oxycodone, voilà, il y en a plein. L'idée, c'est que bah c'est vraiment, mais vraiment pas agréable dans le sens où c'est un mélange où vous allez probablement vomir. Moi, je consommais pas mal de codéine et de tramadol mes premières années avant d'être dans une grosse addiction. Pareil, j'ai une vidéo sur l'addiction du tramadol. Franchement, c'est un mélange de merde dans le sens où c'est même pas agréable, quelles que soient les doses, vraiment quelles que soient les doses, ou peut-être, genre, ce que je veux dire, c'est un mélange où même à, genre, 2 bières et genre, je sais pas, 40 milligrammes de codéine, ce qui est au final, quoi, 2 Codoliprane, t'as une nausée, c'est pas agréable, genre, t'arrives même pas à profiter, entre guillemets, et on va dire que l'effet récréatif se potentialise pas vraiment. C'est-à-dire que limite avec le mélange des benzos, entre guillemets, l'effet récréatif, il se potentialise un peu. Il y a un grand danger, mais ce que je veux dire, c'est quand je mélangeais par exemple juste genre un Valium 5 et genre une bière 50 centilitres, genre c'était, on va dire, entre guillemets, plus agréable que chacun tout seul. Mais de base, c'est une récréation contre laquelle je suis contre, parce que vraiment, c'est juste abrutissant et pour moi, l'alcool, genre, ça a aucun intérêt ou quasiment. Et les benzos, limite, c'est vraiment pour calmer d'un bad trip ou quelqu'un qui est dans un état psychotique ou hyper agressif. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Genre, sur le long terme, il n'y a rien de vraiment thérapeutique et c'est pas parce que les lobbies pharmaceutiques vous incitent à consommer ça, c'est-à-dire vraiment, les benzos, c'est le truc le plus simple à se faire prescrire. Tu vas genre chez le doc, genre au psy, et t'es là, oui, je suis un peu anxieux, non, 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 ça y est, t'as des benzos faciles, genre c'est ça qui est horrible, c'est que la majorité des gens qui consomment et abusent des benzodiazépines, c'est même pas des gens qui, on va dire, achètent ça au black et tout. C'est des gens qui sont là avec le petite prescription et qui limite ont l'impression de faire un truc thérapeutique. Genre, c'est ça qui est, genre, je prends mon médicament, tu vois. Alors que,
Alors c'est con, genre ce que je veux dire, c'est moi le cannabis, j'ai arrêté là depuis un bon moment parce que j'ai vu que ça me faisait pas mal plus de négatifs que de positifs, mais je suis convaincu que l'effet médicinal et thérapeutique du cannabis est quand même beaucoup plus intéressant que celui des benzodiazépines ou des opiacés, etc. Et pour reprendre le mélange opiacé-alcool, c'est vraiment un truc à se down beaucoup, genre être vraiment pareil, dépression respiratoire, etc. Genre mouvement cardiaque beaucoup trop léger. Et c'est même pas agréable du tout. Genre c'est vraiment un truc où vous allez avoir la nausée rapidement. Je me rappelle les fois où on mélangeait genre des vraies doses de codéine. C'est même pas des hautes doses, c'était juste 100, 150 milligrammes. Genre les doses récréatives elles vont pas mal plus haut. Et ça, juste avec pas beaucoup d'alcool, genre un ou deux verres de vin, ça y est, genre c'était vraiment vomir et tout, être down, pas être bien, genre. Franchement, c'est pas intéressant, je vous déconseille complètement. Il y a vraiment pas d'intérêt. Encore, imaginons quelqu'un qui serait en mode sous traitement, il a genre 50 milligrammes tramadol par jour, qui prend genre, je sais pas, le matin ou une forme libération prolongée. Je pense que encore ça passe parce que c'est un traitement, du coup ton corps il s'est un peu habitué, du coup ça va moins trigger la nausée. Mais ça fait quand même que la sensibilité elle est plus élevée. Et moi, genre, je déconseillerais, voilà, je déconseillerais de base juste comme ça. Voilà. Après, les délirogènes, genre diphénhydramine, datura, noix de muscade, etc., je déconseille complètement. Voilà, c'est un coup à beaucoup booster l'effet délirogène de base où délirogène on fait vraiment de la merde. Genre j'ai raconté un de mes délires à la datura qui encore entre guillemets il a l'air drôle, mais la plupart des trucs que j'ai vécu c'est vraiment très très dark et dangereux. Du coup, j'imagine même pas si j'avais rajouté de l'alcool dans l'équation. Genre, en plus du fait que c'est vraiment dangereux pour la santé et qu'il y a plein de gens qui vont finir à l'hôpital, en hôpital psychiatrique, etc. Voilà. Genre, c'est tout sauf une bonne idée et ça va augmenter les effets, ça va augmenter les risques de dépression respiratoire. Et voilà, mauvaise idée. Du coup, là, les amis, je vais passer aux trois familles de molécules qui m'intéressent le plus parce que je considère que c'est les trois familles qui peuvent en elles-mêmes, bien utilisées, avoir l'intérêt thérapeutique le plus grand. Ça veut dire c'est la famille des empathos, il y a des thérapies à la MDMA, la famille des psychédéliques, il y a des thérapies au LSD, au champi, l'ayahuasca, elle est utilisée chamaniquement pour guérir les gens. Et voilà, et après les dissociatifs, bah la kétamine, elle est utilisée pour la dépression, etc. Du coup, c'est trois familles qui sont vraiment intéressantes. Du coup, je vais commencer par le plus utilisé, les empathogènes, qui sont, bah, au final, la plupart du temps, les gens vont consommer de la MDMA. Je pense que la 3-MMC rentre dans cette famille. Du coup, MDMA, 3-MMC, il y a les moins connus que moi j'aime bien, je préfère, qui sont le 5-MAPB, le 6-APB. Je trouve que le mélange va augmenter les effets, mais n'est pas forcément intéressant. Dans le sens où les effets de la MDMA de base et des empathos, ils sont très purs, entre guillemets. Après, bon, pas avec un tasse de la galère où t'as une dose énorme de MD avec du speed, la caféine et des conneries. Mais ce que je veux dire, c'est la substance en elle-même, c'est un effet très clean, très léger dans le sens où c'est un peu genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de très agréable, quoi. Genre, je trouve qu'il y a vraiment pas d'intérêt de prendre de la MDMA en boîte ou quoi, parce que tu vas être là avec des gens bourrés qui se rappellent même pas de ce qu'ils ont vécu et qui essayent de kiffer une sorte de désinhibition sur le moment, à faire un peu n'importe quoi. Et toi, tu vas être dans quelque chose qui peut vraiment te libérer, c'est-à-dire de mon expérience et des gens que j'ai vu autour de moi, il y a beaucoup de gens que la MDMA dans les bonnes circonstances, même pas en mode dans des circonstances, on va dire thérapeutiques, mais juste avec genre des amis proches, etc. Il y a des gens qui ont pu beaucoup se libérer, qui ont pu par exemple parler de leur trauma ou parler de souvenirs douloureux, etc. Ou ça aide beaucoup pour les gens qui ont de l'anxiété sociale, c'est-à-dire ça va faire baisser l'anxiété sociale, genre chimiquement ça fait baisser la peur, la réaction à la peur, etc. Et du coup, bah, les gens ils peuvent plus facilement aller vers les autres, leur parler, etc. Du coup, voilà, le mélange avec l'alcool, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter de la désinhibition,
ça va un petit peu augmenter les effets, mais pas d'une manière clean en fait. Ça va pas du tout être d'une manière clean. Je saurais pas comment expliquer. Genre, il y a plus de chances de se retrouver à vomir. On peut aussi consommer beaucoup d'alcool parce qu'au final, même si l'effet de l'alcool va être plus fort et ça va booster l'effet de l'empatho, bah, ça va pas booster la sédation. On va rester stimulé. Du coup, on risque de boire beaucoup et t'as vraiment pas envie d'être comme ça, en fin de tasse, comme ça, en train de vomir et tout. Et ça va énormément, mais alors énormément augmenter les effets secondaires. Du coup, je pense déjà que ça augmente la neurotoxicité de la MDMA, qui est quand même un brin neurotoxique. Du coup, vraiment une consommation de MDMA responsable, c'est-à-dire espacée de plusieurs semaines, de quelques mois, les prises MDMA avec des doses normales, etc. C'est quelque chose qui est très safe entre guillemets, qui n'a pas qui a peu de danger pour la santé, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui vont énormément abuser de la MDMA, commencer à prendre ça toutes les semaines et taper d'énormes dépressions pendant très longtemps. Voilà. Et du coup, quand on le prend avec de l'alcool, déjà la descente elle est horrible. Genre vraiment la descente elle est horrible. Déjà une descente de MD c'est assez chaud. Encore le 5 MAPB ou le 6 APB ça va. 3 MMC aussi c'est une descente vraiment désagréable. Mais en plus si t'as un début de gueule de bois qui arrive en même temps, t'es pas bien. Surtout que la MD t'as 3 jours de descente qui t'attendent après. Si t'es là tu tapes un 24-48 heures de gueule de bois. Parce qu'on dit que la gueule de bois c'est juste le lendemain. Mais en vrai le surlendemain on est souvent encore influencé. C'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je dirais que si jamais vous vous retrouvez à faire ça, je dirais de rester sur quelque chose de léger et plutôt d'attendre que les effets de la MDMA se stabilisent un peu. Ça veut dire que, bon, après, en général, en soirée, les gens, ils vont commencer à boire dès le début, mais je dirais que si vous savez que vous allez consommer de la MDMA et que vous savez que vous n'allez pas vous passer d'alcool du tout, bah, peut-être prendre une seule bière avec, la MDMA au début et vraiment de faire durer la bière le plus longtemps possible. Et quand les effets sont un peu vers la fin de la MDMA, genre au bout de 2 heures après la prise de la MDMA, on est déjà vers le milieu fin des effets, genre au bout de 3-4 heures, ça y est, au bout de 4 heures, on est complètement redescendu. À ce moment-là, on peut boire peut-être un peu plus en faisant attention. Et voilà. Après, pour moi, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée, comme quasiment avec toutes les substances. Voilà. Alors, les amis, on va passer aux psychédéliques. Voilà, du coup, psychédéliques, c'est une famille très très large. Il y a, je pense, plus d'une centaine de psychédéliques qui existent, bon, pas qui sont disponibles, mais qui existent, quoi. Shulgin, il a inventé plein de molécules dans Tikal et Pikal, phénylethylamine I have known and love et tryptamine I have known and love. Du coup, déjà, j'ai commencé par la famille des phénylethylamines parce que c'est celle qui se rapproche le plus des empathogènes de la MDMA. Faut savoir que, par exemple, le 5 APB, 5 MAPB, 6 APB, 6 MAPB sont des empathogènes qui sont dans les phénylethylamines. Du coup, elles sont assez proches des phénylethylamines comme le 2CB, le 2CB Fly, etc. Du coup, je dirais que dans les phénylethylamines, c'est, on va dire, plus tolérable de mélanger de l'alcool avec les autres familles qui seraient les lysergamides, la famille de la LSD, ou les tryptamines, la famille des champis et de la DMT. Du coup, on va dire avec des molécules comme 2CB, 2CB Fly, 2CC, voilà. Je pense que ça peut passer de boire un peu d'alcool dans le sens où je l'ai déjà fait, mais au final, littéralement, ce que je buvais quand je partais genre à une soirée sous 2CB Fly, déjà je pense c'est pas l'idéal de partir sous psychédélique genre en boîte ou quoi, mais encore 2CB et tout, ça peut passer entre guillemets. Bah, franchement, je prenais que tu vois, la conso offerte que t'as quand tu rentres et j'avais une pote à moi, AT Denden, qui boit pas, qui me passait sa conso gratuite. Bah, au final, vraiment, je prenais 2 consos et c'était bien largement suffisant. Dans le sens où, avec une dose légère par exemple, de CB Fly, c'est surtout avec ça que je pense, je l'ai fait genre 2-3 fois avec de l'alcool, l'effet va être plutôt
l'effet de l'alcool va être très fort dans le sens où si on boit genre une bière, on a l'impression d'avoir bu trois bières en termes d'effet. Et ça va augmenter un peu les effets psychédéliques dans les visuels et les sensations physiques. C'est-à-dire la chaleur, un peu les sensations tactiles du 2CB Fly, elles vont être un peu augmentées. Les visuels vont être un peu augmentés. Mais après, les effets psychédéliques de vraiment, genre d'exploration mentale, etc., ils sont réduits. Mais bon, de toutes les façons, à ce moment-là, j'étais en boîte, j'étais là à kiffer la musique et à danser, j'étais pas forcément dans une introspection. Du coup, je pense que à des doses légères, ça peut passer, et je pense que vraiment c'est quelque chose où t'as pas envie de beaucoup boire parce que genre, tu sens que ça peut vite, que ça peut vraiment vite devenir glauque, quoi. Genre, j'ai vraiment vu, enfin vraiment, toutes les fois où je suis parti à des soirées, la plupart des gens étaient bourrés, moi je consommais d'autres substances. Souvent, tu vois à quel point c'est glauque l'alcool. Genre c'est étrange. Surtout que les gens ils se rappellent de rien après. T'es là à avoir vu tout ça. Ça peut être même un peu traumatisant, mais bon. Et voilà, le problème c'est qu'après, bah la descente elle est horrible. C'est-à-dire moi en fin trip de CB Fly, je suis un peu fatigué. Ça va, tu vois, genre je me couche. Mais je me rappelle les fois où genre j'étais comme ça, genre en sortie de boîte, et j'avais bu concrètement quoi? J'avais bu deux consos là-bas, genre deux consos, genre moi je kiffais trop les Jägerbomb, c'est ce que je prenais. Et bah voilà, genre j'étais mal, genre j'étais vraiment mal quand les effets de l'alcool descendaient, genre j'étais en mode la vie c'est de la merde, genre j'ai froid, je suis comme ça, j'ai juste envie de rentrer dormir, etc. Du coup, avec du recul, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je pense que voilà, genre, enfin voilà, genre littéralement avec des si on peut mettre pareil en bouteille, bah je ferais une bouteille qui à l'intérieur y a pas d'alcool. Genre, c'est un peu le concept. Et voilà. Du coup, bah avec des phénitylamines plus fortes, je pense que c'est pas une bonne idée. Genre avec le 2CE, t'as pas envie d'être bourré, vraiment pas. Genre, c'est vraiment pas une bonne idée sous, par exemple, 2CE, parce que, voilà, tu vas pas être, enfin, voilà, t'es vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise à ce moment-là. Genre, c'est une idée à la con. Et sous mescaline, j'en parle même pas. Après, moi, la mescaline, j'ai testé que la mescaline naturelle, où, bah, du coup, tu bois le cactus, etc. C'est vraiment un truc dans les rituels à la mescaline. C'est quasiment aussi, réglementé que l'ayahuasca, dans le sens où faut pas consommer d'alcool les jours qui précèdent. Et voilà, faut vraiment se purifier. Je pense que l'alcool par-dessus la mescaline, t'es vraiment pas content. T'es vraiment, vraiment pas content, surtout vu la durée du truc. Et voilà, voilà. Après, avec tout ce qui est doc, dob ou nbumi, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Dans le sens que les nbumi, ça va avoir, c'est un psychédélique stimulant, etc. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Après, j'ai jamais fait le mélange et j'ai jamais testé les docs, mais vraiment les docs, un trip qui est là, qui peut durer jusqu'à 20 heures et qui peut être un peu anxiogène vu que c'est stimulant. Je m'amuserai pas à tester. Du coup, voilà, pour les phénitylamines, du coup, peut-être les phénitylamines douces, 2CB, 2CB Fly, à petite dose, ça peut passer, mais ça reste une idée pas top. Avec les tryptamines, pour moi, c'est vraiment une idée de merde, parce que les tryptamines, en général, elles donnent la nausée plus que les autres. Après, ça varie d'une personne à l'autre, mais les champis, c'est connu pour donner la nausée. Et vraiment, le mindset que ça a, les tryptamines, c'est pas un truc avec lequel tu as envie de mélanger de l'alcool. Genre, c'est quelque chose qui est pas intéressant. Et de base, les tryptamines, elles ont une durée assez faible, de quoi? De 4 à 6 heures, pour la plupart. Voilà, c'est quelque chose qui dure pas longtemps. Ça veut dire, tu pourrais le faire à un autre moment, il y aurait pas forcément de désintérêt, voilà, à faire ça. Du coup, voilà, tryptamine, je déconseille. Je pense que c'est vraiment un truc à être dans un mindset désagréable, à avoir beaucoup de nausées. Après, on a les lysergamides. Du coup, bah, avec le LSD, je pense que c'est pas une bonne idée dans le sens où je vois quand même beaucoup de gens qui font ça. Parce que le LSD, au final, c'est le psychédélique qui est le plus répandu, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Et voilà, et moi, beaucoup de mes proches, genre en festival, ils consommaient de l'alcool avec l'LSD. Moi, bon, je passais genre mon temps à leur déconseiller. Et voilà. Et genre, le truc qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'au final, ça va... Genre déjà, t'as pas envie d'être vraiment bourré sous LSD, parce que déjà, bah, t'es bourré, tu fais de la merde, tu vas être tripé, tu vas plus facilement vouloir, genre vouloir faire n'importe quoi.
Et bah, l'idée, c'est peut-être en microdose, ça peut passer. Après, genre, pour l'avoir testé, pour avoir lu des retours de ça, c'est pas forcément intéressant parce que tu es dans un état où, vu que tu vas être microdosé et puis tu vas boire par-dessus, on va dire que tu es un peu plus conscient. Alors qu'au final, les gens qui boivent de l'alcool, c'est souvent pour aller vers l'inconscience. Pas tout le temps être complètement blackout, se rappeler de rien, mais c'est pour aller vers l'inconscience. Voilà. Du coup, c'est pas forcément agréable. Et moi, je dirais une fois où je l'avais fait, c'était une fois où j'avais fait parmi mes premiers Ali Flip. Du coup, c'était LSD, 6-APB, 2CB. Et du coup, en festival, bah, vu que j'étais trop perché pour savoir comment acheter de l'eau et tout, en tout cas pendant la montée, après quand ça s'est calmé, bah oui, je suis allé m'hydrater, sinon j'allais clams. Bah mon pote qui lui, il était juste sous tasse et qui buvait pas mal d'alcool avec, il buvait que de la bière et je me disais, vas-y, en vrai la bière 5% d'alcool et je suis déshydraté, ça va m'hydrater. Ce qui est assez con, tu vois. Mais bon, la bière, ça reste quelque chose qui hydrate plus que la vodka, c'est sûr que ça te déshydrate clairement. Mais au final, je pense que vu que juste je buvais une ou deux gorgées à chaque fois qu'il me tendait sa bière, je pense sur toute la soirée, j'ai dû boire une bière ou deux. Du coup, je l'ai pas vraiment remarqué, vu que j'étais déjà assez perché avec un mélange qui m'envoyait dans quelque chose et que c'était une dose assez légère et bon, c'était une période où quand même je devais boire de l'alcool genre toutes les semaines, deux, trois fois, du coup j'avais une certaine tolérance. Je pense que voilà, je l'ai pas trop remarqué jusqu'à la descente. La descente, elle était beaucoup plus trash qu'une descente avec ce mélange-là tranquillement. Ça veut dire que j'ai déjà fait un alley flip où le lendemain je suis juste légèrement fatigué, mais limite je suis encore un petit peu dans l'euphorie, dans la blissfulness parce que j'ai vécu quelque chose d'incroyable qui m'a touché intérieurement et qui m'a un petit peu libéré. Alors que là, je pense clairement ça m'a moins donné la possibilité pendant l'expérience d'aller profondément là où je voulais, et d'avoir on va dire une manière de me digérer dans mon esprit. Et la descente, elle était plus glauque, genre plus trash, quoi. Parce que au final, genre pour ceux qui sont sensibles et qui le remarquent, même les jours où tu vas juste boire une bière, le lendemain, t'es quand même un peu plus fatigué, un peu truc, alors que tu te dis, putain, c'est juste une bière. Genre, je l'ai à peine senti sur le moment, tu vois. Mais le lendemain, on le sent. Alors, imagine avec les psychédéliques qui sont des amplificateurs où tout ce qu'on ressent est plus fort, c'était pas une bonne idée. Voilà. Du coup, on a fait les psychédéliques et on va faire les derniers qui restent, les dissociatifs. Du coup, kétamine, MXE, MXP, éphénidine, 3-MeO-PCP, 3-MeO-PCE, OPCE. En vrai, il y en a tellement. Moi, j'en ai pas testé tant que ça. J'étais pas mal un disso-head pendant mes premières années. Ah oui, le DXM aussi, j'ai oublié de le citer, il est très connu. Et voilà, bah déjà, faut savoir que les dissos, on va dire, c'est assez facile de faire de la merde avec les dissos. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu et perçu plein de fois, c'est que les gens qui prennent des hautes doses de disso, c'est vraiment un coup à faire de la merde et limite, vraiment limite à se jeter par la fenêtre, voilà. Genre, j'ai pas envie qu'on mistake, genre qu'on prend ce que je dis de la mauvaise manière. Genre, les dissos, c'est quelque chose pour lequel, genre, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'intérêt thérapeutique, mais mal fait, ça peut être vraiment, mais alors, vraiment con. Et vu que les dissos, c'est facile de faire des conneries avec, de prendre de mauvaises décisions, de se blesser, vu que on est anesthésié, etc. Genre, combien de fois en teuf les gens qui vont pour dire qu'ils sont blessés à l'endroit où on peut les soigner ou quoi, bah souvent quand ils sont dissociés, genre sous kétamine ou quoi, ils ont l'impression d'être un peu blessés alors que tu les vois, ils ont le pied tordu ou cassé, un truc comme ça, tu vois, genre tu ressens beaucoup moins les sensations et du coup c'est risqué. Mais il faut savoir que par exemple, les dissociatifs, vu qu'ils jouent sur les récepteurs NMDA, ils peuvent baisser la tolérance. Du coup, quelque chose qui est très utilisé pour ça, c'est la mémantine. La mémantine, qui est un dissociatif qui est vendu sous ordonnance en pharmacie. Après bon, même s'il est sous ordonnance, il y a énormément de sites sur Internet qui vendent ça un peu partout dans le monde sans ordonnance à des grandes doses pour pas cher. Mais le truc, c'est que la mémantine, en soi, c'est un disso qui est pas forcément
intéressant, on va dire, pour vraiment avoir un effet dissociatif, parce que ça dure vraiment longtemps. Tu as 12 à 24 heures d'effet, la demi-vie d'élimination, c'est-à-dire le temps que prend ton corps pour enlever la moitié de la substance de ton sang, elle est de 2 à 3 jours. Du coup, pour vraiment triper, enfin bon, triper, est-ce qu'on utilise triper pour un dissociatif? Se dissocier, pour vraiment se dissocier à la mémantine, c'est franchement pas une bonne idée, en tout cas dans la majeure des cas, la majeure partie des cas. La mémantine, moi je l'ai testé à basse dose de 5 à 15 mg, et même s'il y a un petit effet dissociatif léger à ce dosage-là, je pense pas que je m'amuserais à tester des grosses doses avec ça parce que ça dure quand même longtemps, la descente elle est longue, etc. Et être dissocié pour 3 jours, c'est pas forcément fun. Mais pour revenir à revenir à nos moutons bientôt égorgés, le truc c'est que ça baisse la tolérance, la majeure partie des dissos à différents niveaux, parce que ça joue sur les récepteurs NMDA. Et du coup, ça baisse la tolérance non pas seulement des GABAergiques comme l'alcool, mais aussi des opiacés, des stimulants et peut-être d'autres choses, peut-être d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont consommer de la mémantine pour commencer à baisser leur dose de codéine ou de méthadone, si je me trompe pas, ou de buprenorphine, un des deux, ou peut-être les deux. Ou, par exemple, baisser leur sensibilité aux stimulants, aux amphétamines, aux méthamphétamines, etc. Et du coup, avec l'alcool, le truc, c'est, genre, je vais parler surtout de la mémantine parce que c'est elle qui est renseignée, mais tous ces dissos peuvent avoir un peu cet effet, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Et du coup, bah, les gens qui vont par exemple boire de l'alcool par-dessus de la mémantine, à même des doses légères, de 5-10 mg, genre une dose où au final tu le ressens à peine, c'est assez en envers du décor. Bah, j'ai lu que par exemple des gens qui ont besoin de prendre 2 packs de bière pour atteindre vraiment leur dose d'être bourré, bah au bout de 2-3 bières, ils avaient déjà presque atteint ce niveau-là et du coup ça les faisait beaucoup moins consommer. Ils avaient beaucoup moins de craving, beaucoup moins de withdrawal. Et du coup, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a envie d'arrêter ou de baisser sa consommation d'alcool ou d'opiacés stimulants. Mais on va dire dans une consommation récréative, vu que c'est ce qui est attendu ici, je pense que consommer déjà un dissociatif après l'alcool, c'est dans tous les cas une bien piètre idée. Vraiment une bien piètre idée. Que ce soit genre pendant ou même après, t'as vraiment pas forcément envie de faire ça. Genre encore, on va dire quand t'as commencé à redescendre. Genre, imaginons t'as bu en soirée jusqu'à 3 heures du mat, tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu manges, tu te mets un film et ça y est, il est 5-6 heures du mat, ça y est, l'alcool est vraiment parti. À ce moment-là, peut-être une dose légère de dissociatif, elle peut peut-être, on va dire, contrecarrer l'anxiété que l'alcool va te mettre et peut-être te mettre dans un état qui, au final, sera moins agréable qu'une dissociation basique avec la même substance, mais au final, elle peut peut-être, genre, enlever les effets anxieux de l'alcool, surtout chez quelqu'un qui serait accro, qui ressentirait plus le manque. Mais je pense que c'est vraiment pas un usage intéressant comme ça et que l'idée c'est limite plus, bah ça y est, des cas où tu vas dormir en fait. L'idée, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être, on va dire avant. Ça veut dire genre quelque chose, genre je pense que j'ai fait quelques fois et on va dire qui se fait, c'est de consommer des petites doses de dissociatif on va dire avant la soirée, en before ou vraiment au début. C'est-à-dire, je sais pas, c'est vraiment pas, genre, t'as vraiment pas envie d'avoir ta kétamine en boîte de nuit alors que tu vas boire et tout. Genre, c'est vraiment un truc à mal finir. Genre, je me rappelle, il y avait un pote à moi où on avait pris de la MXP, méthoxphénidine. Pour les curieux, je raconte mon plus gros trip à la méthoxphénidine, j'ai une vidéo dessus. Et on avait commencé à boire de l'alcool, mais moi j'ai vite arrêté. Genre moi vraiment, au bout, je pense, de l'équivalent de 1 ou 2 bières, j'ai compris que j'allais déjà être bien dissocié et que je voulais me focaliser sur la dissociation. Je me suis dit vas-y j'arrête. Mais lui il a continué à boire
Et du coup, bah, moi, déjà, je suis arrivé là-bas en boîte, j'étais bien dissocié, je me rappelle, genre, j'étais en boîte de nuit, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis, donc les musiques en mode Reiki Zen, en mode hyper calme et tout. Et je me suis posé à côté d'un pote à moi qui était KO. Je lui ai dit, s'il te plaît, surveille-moi. Je me rappelle, je voyais les gens stroboscopiques, genre, les gens, ils venaient chez moi, ils dansaient. J'avais l'impression de voir un diaporama, genre, une image après l'autre. Et mon pote, lui, il galérait de fou. Genre, il partait, genre au début, il avait l'air juste bourré, genre on va dire un peu plus que d'habitude en train de s'ambiancer, mais rapidement il est parti en couille, il a dit à un pote à nous, s'il te plaît, sors-moi de cet enfer, il est sorti, il était KO, genre il arrivait pas à se lever, on a commencé à s'inquiéter pour lui et tout, et à ce moment il y a un pompier qui vient, et le pompier il pense qu'il est juste bourré, du coup il le force à se lever, moi je me dis merde c'est dangereux, genre il est se bourré sous 10 genre il peut tomber à tout moment, le pompier se force à se lever, il commence à lui mettre des claques, et moi, vu que je suis dissocié, j'ai l'impression d'être lui. Du coup, j'ai l'impression de prendre moi les coups. Du coup, je commence à gueuler. Non, c'est mon ami, ne le frappez pas. Et puis mon autre pote, il se vénère sur moi parce qu'il essaie de gérer la situation. Il dit non, calme-toi, ça y est, on essaie de gérer le truc. Et voilà, et je vous avoue, c'était une grosse galère. Genre, limite, on a dû le porter jusqu'à son lit et tout. Et je pense qu'au final, à des doses un peu plus élevées, on aurait vraiment pu finir à l'hôpital avec cette merde. Du coup, franchement, c'est une mauvaise idée. Et je pense, la seule manière, on va dire, qui pourrait être tolérable, ça serait un disso qui aurait pas forcément une longue durée. Après, je pense que tous les dissos ont peut-être une durée courte. Je sais pas. J'avoue que la kétamine, c'est très court. La kétamine, c'est 1 heure. La MXP, bon, au bout de 3 4 heures, on redescend. C'est vrai que c'était déjà un peu long. Je connais pas tant que ça tous les dissos. C'est pas forcément mon focus. Mais voilà, je pense qu'une petite dose, on va dire avant, genre on va dire en début de soirée, genre je sais pas l'équivalent de une mini trace de kétamine ou vraiment on va dire genre je sais pas une dose qui vraiment est dans le threshold, dans le light, ça peut être intéressant en début de soirée ou peut-être on est juste en train de boire un petit peu ou de fumer un peu. Évidemment, comme je l'ai dit, avant de mélanger des substances, faut les avoir expérimentées toutes seules, chacune d'entre elles. Tu vas pas être là à tester de la kétamine la première fois de ta vie alors que t'es bourré, c'est un coup à vraiment finir dans le mal salement. Mais je pense qu'en début de soirée, une dose légère, ça peut passer, vu qu'au final, bah, peut-être dans un before, on va être là à boire peut-être 2 3 bières et fumer 1 ou 2 joints. Bah, je pense que ça peut potentialiser le reste et faire qu'au final, bah, quand on commence vraiment à boire, le disso il est sur la fin des effets et qu'au final, à la fin, on a juste, genre, au bout de 4 5 heures dans la soirée où, genre, ça fait 1 2 heures qu'on a vraiment commencé à boire, on est juste dans un effet, alcool classique qui change pas grand-chose. Et le fait d'avoir eu un dissociatif avant, ça va faire que la tolérance de l'alcool, elle va moins s'installer et l'effet va être plus remarquable. Mais ça reste quelque chose de risqué que je vous déconseille. J'allais dire que de quelque chose de discret que je vous disconseille. Bref, j'allais mélanger mes mots. Et voilà, bah les amis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les substances. Du coup, voilà, pour faire un récapitulatif en fin de vidéo, mélanger de l'alcool et des drogues, c'est souvent, dans la majorité des cas, et parfois toujours, une mauvaise idée, dans le sens où ça peut augmenter la dangerosité. Dans la plupart des cas, ça peut être de légèrement dangereux à très très dangereux. Ça va probablement pousser à faire des actions de merde, vu que de base l'alcool, bah, les gens ils regrettent souvent ce qu'ils font quand ils boivent de l'alcool. Et après, bah souvent ça peut créer genre des dangers physiques sur le long terme et ça peut facilement créer une porte vers la polyaddiction, la polyconsommation et se retrouver à pas pouvoir aller en soirée sans être là à consommer genre alcool, tabac, cannabis, plus 1 ou 2 autres drogues. Et voilà, et je vous avoue qu'à un moment j'étais dans ça dans ma vie, genre vraiment quand j'étais on va dire au fond du trou de la consommation, ça m'arrivait vraiment de faire des mélanges GHB, alcool, speed, 6-APB, coke, 2CB, MDMA, voilà, genre vraiment je mélangeais tout et n'importe quoi. Et je me rappelle combien de fois genre je sentais mon cœur qui allait lâcher, j'étais vraiment dans le mal et je raconte même pas le niveau de descente que j'avais, que je devais contrer avec une tonne d'opiacés, voilà.
Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a sensibilisé au fait de ne pas consommer d'alcool avec d'autres substances, ou même de pas consommer d'alcool du tout. Genre pour les curieux, je vous laisserai ma vidéo sur l'alcool. Genre c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de toucher. Et voilà, et pour ceux qui vont quand même le faire de la manière la plus responsable possible. Faut savoir que je me base sur mon expérience et sur plein de retours d'expérience qu'on m'a fait par des proches en direct ou sur Internet, parce que je passe mon temps à me documenter sur Internet, c'est ma manière d'étudier à moi. Et voilà les amis, ça sera tout, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça va vous aider à faire de meilleurs choix, et sur ce, je vous laisse. Hasta la vista!